Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonjour à tous, c'est excellent. Contente de vous retrouver pour la première de cette 5e saison 2023-24 sur Sud Radio, votre rendez-vous du dimanche. Avec l'excellence française, le temps d'une heure, nous découvrons ensemble les destins de ceux qui s'impliquent, qui vont chercher toujours plus loin. Et aujourd'hui, nous créons le lien, s'il n'existe pas déjà, chers auditeurs, entre la musique et la littérature. Elle est pratiquement née avec une harpe dans les mains et incarne une vision qui repousse constamment les limites de l'expression artistique et physique, dans son cas en plus. Une belle histoire de résilience, Anya Linder. Vous allez nous raconter tout cela évidemment, puis vous allez aussi nous parler de votre tout nouvel album en trio, dédié à Schubert, un compositeur qui est tout comme vous, sorti de l'ombre de la vie pour aller vers la lumière. Bienvenue sur Sud Radio, Anya Linder. Merci beaucoup. Avec plaisir. Lui aussi aime introduire de la lumière dans les tableaux qu'il décrit poétiquement, car Philippe Delerme est un écrivain qui célèbre la banalité et la beauté discrète des moments simples de la vie. C'est même sa marque de fabrique. Ce que nous pouvons tous retrouver avec gourmandise dans son dernier essai que j'ai pour ma part grand plaisir à lire, Les instants suspendus, sorti au Seuil. Philippe Delerme, c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau dans cet excellent. Bienvenue. Et oui, c'est excellent sur Sud Radio, chers auditeurs. Bienvenue chez vous. Alors Anya Linder, comme je le disais en introduction, vous sortez un album hommage à Schubert en trio avec du violon, Laurent Corsia, au violoncelle Julie Sevilla-Fraisse et vous à la harpe évidemment. On écoute ça un peu. Anya Linder et son tout dernier album Schubert sur Sud Radio, moi ça me met des frissons. C'est beau ce que vous faites. Là, on a entendu un extrait du trio de l'opus 100 de Schubert, donc de l'Andante très exactement. Et ça fait partie des morceaux que j'écoute depuis que j'écoute de la musique. Et je me suis toujours dit que si je le jouais pas, j'aurais une vie ratée. Je me suis dit on peut pas vivre sans jouer ce morceau-là. Du coup vous avez réussi votre vie. Voilà, non, mais j'ai réussi à la jouer à la harpe alors que c'est écrit pour piano parce que j'amusais et que comme ma mère était pianiste, j'entendais qu'elle le travaillait et je lui demandais mais maman ça se joue à la harpe, elle disait non c'est pour le piano et moi je lui disais mais non mais moi plus tard je le jouerai. Du coup vous l'avez transposé, vous l'avez fait vôtre quoi. Ouais je l'ai fait bien parce que comme souvent dans la vie, les choses ne sont pas au départ forcément faites pour moi. Et je vais les chercher, et je les adapte pour les rendre miennes. Alors la musique creuse le ciel, c'est cette phrase de Charles Baudelaire que vous avez choisie pour illustrer justement cet album hommage à Schubert dont le titre n'est autre que son nom. Alors Anya Linder, on se dit que cette jolie métaphore, elle parle aussi de vous, clairement. Tout simplement, la musique c'est un peu votre lien avec l'absolu aussi. Oui. Ça vous transcende quoi. C'est ce qui me tient, c'est ma colonne vertébrale, je pense. C'est ce qui fait que j'ai envie de rester en vie, l'art en général et la beauté. Et la musique est l'expression artistique qui me touche le plus et dans laquelle j'ai baigné. Et donc c'est effectivement c'est pour jouer que j'ai plus envie de vivre, oui. Alors vous nous dites aussi qu'il n'y a aucun compositeur avec qui vous ressentiez, alors au sujet de Schubert évidemment, avec qui vous ressentiez une plus profonde connexion parce qu'il a lutté toute sa vie pour sortir des ténèbres, donner naissance à la beauté. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, tout de même un petit rappel, vous avez été une des victimes du drame de Pourtalès à Strasbourg en 2001, suite à la chute d'un arbre. Vous êtes devenu paraplégique, vous l'avez pris sur les jambes quoi. Oui. Ça vous a pas empêché de continuer tout de même le métier de harpiste et je dirais même encore une fois de transcender. C'est un mot qui me revient quand je travaille une émission sur vous. C'est vraiment vous transcendez les choses. En fait, au départ, je pouvais plus en jouer puisque la harpe se joue avec 7 pédales et que donc du coup, je pouvais plus en jouer. Et comme il était impensable pour moi de faire le deuil de la musique, j'ai fini par trouver quelqu'un qui m'a proposé d'adapter une harpe à mon handicap. Et donc, c'est comme ça qu'est née la Niamatic, une harpe électropneumatique pilotée par un ordinateur sur laquelle je joue depuis 2007. D'accord. Et c'est des ingénieurs, Jean-Marie Paterne et Marc Lamoureux, qui vous ont proposé cette création. C'est-à-dire que c'est eux qui sont venus vous voir ou c'est vous qui cherchiez un moyen, en fait, tout simplement? Non, c'est eux qui sont venus me voir. Moi, je cherchais des moyens, mais j'aurais pas eu l'idée d'aller vers eux. C'est eux qui sont venus me voir.
et qui m'ont laissé le plus beau des messages que j'ai jamais eu sur le répondeur, à savoir bonjour Ania, c'est Jean-Marie Panterne. J'ai pensé, est-ce que tu serais d'accord qu'on adapte une harpe à ton handicap. Et alors, quand vous l'avez eu en main, cette harpe, les premiers mots qui vous sont venus, c'est Schubert, quoi. Enfin, les premiers mots, enfin, j'ai les premières notes, mais c'est peut-être la même chose, finalement. Oui, c'est ça. C'est le premier morceau que j'avais sous les doigts et que j'avais envie de jouer. C'était Narttuk, qui, justement, se trouve sur l'album. Alors, comme dirait Haruki Murakami, j'avais envie de le citer parce qu'il dit, lui, là où il y a de la lumière, il y a nécessairement de l'ombre. Là où il y a de l'ombre, il y a nécessairement de la lumière. C'est un peu ce qui vous définit aussi comme phrase, finalement, ça, Ania Linder. Oui, forcément, oui. Et j'oscille tout le temps entre les deux, ouais. Et alors vous, Philippe Delerme, justement, qui aimait à capturer ces petits plaisirs éphémères, là, cette essence comme ça de choses qui émaillent notre existence, à rendre à la beauté à sa laideur, finalement à transcender aussi une certaine forme de commun. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet incroyable parcours de Ania Linder? C'est magnifique. Je suis très sensible aussi à Schubert. C'est vrai que j'ai davantage d'enregistrements de Dalfred Brendel, par exemple, le piano, mais c'est vrai que ça a l'air très très beau. Et puis votre histoire, c'est vraiment extraordinaire. Vous parlez de cadeaux pour cette proposition, c'est quand même vraiment un jour de Noël. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai que pour ce qui est de transcender, c'est vrai que, bon, je rebondis un petit peu sur votre proposition, c'est vrai que ça correspond tout à fait à ce que j'essaye de faire. Un des premiers textes de ce recueil, c'est un texte sur quelque chose de très très commun, qu'on voit pas beaucoup forcément sur une plage, c'est une carapace d'oursin. Oui. Et en fait, il y a des plages où il n'y a pas de coquillages du tout, puis il y a de ces plages, vous savez, où il y a des bancs de coquillages, où il y a surtout en fait des coquilles d'huile, de moules, des couteaux, et puis de temps en temps, il y a des carapaces, des oursins. Alors, c'est très moche, ça a l'air un peu dégueulasse même. C'est couvert d'une espèce de peluche d'herbe qui ressemble absolument pas aux épines que l'on voit quand les oursins sont servis dans les restaurants, qui sont des bijoux précieux, enfin voilà. Et là, en fait, quand c'est mort et abandonné sur une plage, c'est vraiment très très moche, et il y en a très peu. Et en fait, curieusement, j'en ai saisi un jour comme ça sur une plage, et puis j'ai passé le doigt dessus, et je me suis rendu compte qu'en enlevant comme ça la chevelure verte, en dessous, il apparaissait une structure qui est très belle en fait, et très régulière, et qui pour moi était un petit peu comme une espèce de plan idéal d'une cathédrale ou d'une mosquée. Et donc en fait, pour moi c'est un peu emblématique, voilà, métaphorique de ce que je fais, c'est-à-dire essayer, si possible, de faire du beau avec du banal, voire du moche, et essayer de faire du grand avec du tout petit. Et vous le faites tout à fait bien. Merci. On écoute encore un petit peu Ania Linder, justement parce qu'il y a un autre écrivain de renom, il y avait un autre extrait à mettre en route en même temps. Voilà, on vous écoute un peu quand même. J'avais envie que les auditeurs réentendent ce phrasé de votre harpe. Parce qu'il y a un autre écrivain de renom qui vous a rendu hommage, c'est votre ami, le regretté Milan Kundera. J'avais envie d'en parler, dont le livre L'insoutenable légèreté de l'être vous a inspiré à l'époque une lecture musicale, et qui disait combien il admirait votre courage et adorait votre art comme motivation à la résilience, et puis tout simplement comme chapeau bas. Il n'y a pas mieux, quoi, Milan Kundera, quand on est... Ouais, c'est pas mal, hein. J'aimerais bien puis... savoir comment il a accepté, parce que je sais qu'il acceptait pas du tout qu'on touche à son œuvre. C'est un miracle. Je sais toujours pas comment ça se fait, parce que j'ai déposé mon dossier où je lui demandais l'accord de l'œuvre pour faire cet album. J'ai déposé mon dossier de presse chez Gallimard. J'ai trouvé un ami costaud pour me faire monter les marches, parce qu'il y en a une vingtaine et elles sont bien pentues, hein. Et donc j'ai déposé mon dossier de presse, et une semaine plus tard, c'était le 10 juillet 2014, je recevais un appel le matin, et c'était bonjour chère Ania, c'est Milan Kundera. Et là, je me suis tétanisée. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Et il a tout de suite été... je pense qu'il a senti que je parlais plus, et il a dit, que puis-je faire pour vous, en plus de vous donner mes droits? Oh là là. Et donc j'ai tout de suite dit, je veux vous rencontrer. Et donc j'ai eu la chance de le côtoyer de 2014 jusqu'à... un certain nombre d'années quand même. 9 ans, quoi. Ouais. Vous avez dû être très triste à sa disparition. Ouais, très. Et c'est quelqu'un qui comptait énormément, qui était comme ma famille. C'était, je pense, probablement la personne que j'admirais et que j'admire toujours le plus, parce qu'il avait toutes les formes d'intelligence.
Un peu comme vous aussi, hein, vous avez l'intelligence de la musique. Moi, je ne rends pas toutes les formes d'intelligence. Lui, il était brillantissime, mais moi, par exemple, j'ai aucune logique. Lui, il les avait toutes, quoi. Non. Allez, on réécoute encore. Je partage complètement l'absence de logique. C'est vrai ? Ah oui. Bon, quand même, pour écrire des bons livres et jouer de la musique classique, il faut un minimum de logique, l'un et l'autre, là, enfin. Non ? Oui, enfin, en ce qui me concerne, ça a commencé vraiment quand je suis devenu nul dans les matières scientifiques, hein, envie d'écrire. Est-ce qu'on peut pas être logique en littérature, finalement ? Peut-être que si. Il y a des écrivains qui prétendent que c'est une sorte de mathématique aussi, l'écriture, des poètes notamment, qui prétendent ça. Et c'est vrai que c'est pas ce qui sort de votre écriture en premier quand on vous... Non, c'est vrai que moi j'ai plus une écriture de glandeur, de contemplatif. C'est pas comme ça que je l'aurais dit, mais bon, d'accord. Et moi, c'est pareil. Il y en a qui ont des jeux beaucoup plus mathématiques, beaucoup plus rythmiques que le mien, qui l'est absolument pas. Donc, pareil, j'ai le jeu de quelqu'un qui avait 0,5 en maths, hein, quand même. Ça s'entend. Allez, on vous réécoute encore un petit peu pour que les auditeurs se fassent encore plaisir. Chers auditeurs, vous entendez le tout dernier album de la harpiste Anja Linder au nom de son compositeur Schubert sur Sud Radio. Et on vous retrouve tout de suite. Restez avec nous, écoutez encore un petit peu. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'est un bon choix, je dirais même plus, c'est excellent avec moi ce soir pour cette première de la saison 5, la harpiste Anja Linder et l'écrivain Philippe Delerme. Alors Philippe Delerme, vous venez de faire paraître au Seuil, je le disais, un très joli petit livre au nom évocateur, Les instants suspendus, une ode à ces moments magiques qu'on relève pas toujours au cours de notre vie et que vous aimez à mettre en lumière. Est-ce que ça résume bien l'histoire pour vous ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un petit peu dans le droit fil du succès qui m'a fait connaître la première gorgée de bière, qui date déjà de 1997. Ça me paraît hier, mais c'est quand même il y a déjà un petit moment. Et c'est vrai que c'était une chance de pouvoir imposer ce genre qui est pas facile à imposer en fait aux éditeurs, puisque donc déjà les recueils de nouvelles, ils aiment moins ça que les romans, mais alors des textes qui sont même pas des nouvelles, puisqu'ils racontent pas une histoire, ils racontent juste des sensations, une façon de sentir les choses. J'ai mis beaucoup de temps à réussir à les imposer. Et puis il y a eu cette espèce de miracle de la première gorgée de bière qui tout d'un coup a été partagée par beaucoup de gens et qui m'a permis effectivement de devenir un petit peu, vous parliez de lumière, j'aime bien qu'on parle de lumière comme ça je crois que c'est justement propre aussi à la musique, on va parler de lumière. D'ailleurs c'est un point commun que vous avez tous les deux, clairement. Récemment, il y a une expression que j'ai lue dans un livre à propos des gens qui dans le cinéma muet, dans les films muets, étaient doublures lumière, c'est-à-dire qu'ils servaient juste à prendre la lumière, ils étaient même pas figurants dans le film. Et je me dis qu'en fait, ça pourrait être un titre futur pour moi aussi, doublure lumière, parce que j'aimerais bien avoir le sentiment de m'effacer moi-même complètement et de laisser simplement un peu de lumière posée sur le monde et sur les choses. D'accord. Et alors, justement, toute cette création, ces livres, justement, aussi suspendus, aussi, il y a un côté suspendu aussi dans votre écriture, ça vient d'une observation quand même très minutieuse des petites choses de la vie. Oui, alors ça tient aussi peut-être à mon expérience de prof, puisque j'étais prof de lettres pendant toute une carrière de prof. Et très souvent, j'avais des élèves qui m'apportaient des poèmes, qui écrivaient des poèmes d'amour. Et il y avait beaucoup de tes larmes sont tes yeux sont un océan, je voudrais me noyer dedans, ou des comparaisons avec le soleil couchant. Et je leur disais, si vous voulez vraiment toucher l'autre, il faut dire des choses plus personnelles, plus singulières. Enfin, donc partir peut-être d'une chose qui vous paraît extrêmement banale, mais c'est un peu comme une aiguille. Elle a la chance de s'enfoncer si elle est très aiguë dans la peau de l'autre, en fait. Et je crois que en fait, cette espèce de leçon que je donnais aussi à mes élèves, je l'avais aussi pour moi. J'avais envie de dire des choses qui apparemment, de dire mon ambition, c'est de parler d'un atome de neige et que ça devienne une avalanche, quoi. Parce que je pense que dans un atome de neige, il y a toute la structure de la neige et que dans les petites choses comme ça, les plus minuscules, il y a souvent ce qui fait que les gens disent ah oui, c'est exactement ça. Et moi, c'est ma récompense un peu quand quelqu'un me dit à propos d'un des textes. Sur une sensation, quoi. Sur une sensation, quelque chose d'un peu infinitésimal. Par exemple, il y a une sensation qui est évoquée dans le recueil, c'est une sensation qu'on a quand on est enfant ou adolescent, qui est liée à la convalescence. Quand on est adulte, on a peu de moments de convalescence, en fait, parce que la convalescence, on la gomme un petit peu. Oui, mais on n'a pas le temps, quoi. Mais quand on est enfant, il y a des bonnes périodes de convalescence. Aussi, ouais. Et alors, souvent, on est enfermé dans sa chambre, on n'a pas le droit de sortir, et dans la pièce à côté, on ouvre une fenêtre, et on entend la rumeur
dehors, ça peut être à la campagne ou à la ville, mais la rumeur de dehors, quand on n'a pas le droit de sortir, c'est quelque chose de très fort. Tout le monde a senti ça, je pense, un jour ou l'autre, mais en même temps, voilà, y être attentif, l'écouter comme ça, bah, c'est mon taf. Ouais. Alors justement, je vous cite dans le premier chapitre qui s'appelle « Sortir du tunnel », vous dites, on ne peut pas parler justement, pour illustrer ce que vous dites, on ne peut pas parler d'éclat ni d'aveuglement, peu importe ce qu'on est, on a été. Donc plutôt peu importe ce qu'on a été, on est justement, excusez-moi, j'ai mélangé. Cet instant qui est, en fait, il n'est pas la révélation, mais il nous révèle en fait, hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'il nous révèle quelque chose sans être ce tsunami qu'on voudrait pouvoir vivre à chaque fois, mais finalement c'est être attentif à cette petite sensation-là, c'est peut-être créer le tsunami, le fameux tsunami en question. Oui, alors j'ai pris l'image du tunnel parce qu'en plus c'est un peu métaphorique, on dit sortir du tunnel, comme voilà, sortir d'une expérience difficile, mais en fait réellement sortir d'un tunnel quand on est en train, ça se passe un peu toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on sort du tunnel et puis on longe deux talus, il n'y a rien, et tout d'un coup il y a comme une gifle, le paysage qui survient, et quel que soit le type de paysage, en fait il y a une espèce de miracle qui se fait. On a l'impression de devenir le paysage tout d'un coup. On a l'impression d'appartenir à ce tout dont la vie nous sépare comme ça. Comme si c'était une chose c'est pas seulement contempler, regarder, c'est un peu devenir ce qu'on voit, devenir ce qui nous entoure. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous parlez du tennisman et champion des années 70, Stan Smith, ça j'ai adoré, dont on connaît le nom. Alors moi j'ai appris, parce que vous pensez bien que la Stan Smith, je pensais que c'était la tennis, je ne savais même pas que c'était le nom d'un champion, quand même. Voilà. Et c'était quand même un champion de tennis des années 70. Alors quand là bien sûr, je connais. Voilà, alors qui était j'ai vécu les années 70. Mais alors lui, il était très rigide, c'est ce que vous nous racontez. Et que finalement aujourd'hui, quand on y pense, on pense à la souplesse de ses tennis. Donc tout d'un coup, vous lui rendez ses lettres de noblesse aussi, quoi. Surtout moi, parce que ça m'a amusé la première fois que j'ai entendu mes petits-enfants dire « Ah, t'as mis tes Stan Smith ». Et donc, c'est devenu une métonymie absolue. C'est-à-dire qu'on dit des Stan Smith, ça veut dire, comme on disait autrefois, personne ne sait de qui il s'agit. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est de penser que ce joueur était parfaitement austère. En fait, c'était un joueur américain, mais très britannique de style, avec vraiment la règle parfaite sur le côté, un peu chiant, quoi. Le joueur vraiment. Donc, on imagine en habit colonial qui ont serre le thé dans la case. Et donc, c'est ce joueur, justement, qui a laissé son nom à des chaussures très agréables à porter que tout le monde possède et dont on dit les Stan Smith, et c'est quand même un petit luxe d'avoir connu la raideur du joueur pour l'associer à la souplesse des chaussures. Je trouve ça génial. Finalement, quand on vous lit, que ça soit du positif, du négatif, l'ombre, la lumière, c'est étroitement lié, ils n'existeraient pas l'un sans l'autre, et c'est aussi ce que vous nous dites, Philippe Delerme, en fait. Vous soulignez de la beauté de cette dualité qui nous caractérise tous, en fait, et le fait de vivre lui-même, oui, tout à fait. C'est un peu. Je me rendais pas compte, en fait, quand j'ai commencé à écrire les premiers textes, par exemple la première gorgée de bière, je me rendais pas compte que c'était quelque chose de partageable, en fait. J'avais envie d'écrire. Mon truc, c'était d'écrire sur des sujets sur lesquels on n'aurait jamais écrit. Le premier, ça avait été, je me souviens, ce qui se passe quand on mouille ses espadrilles un jour d'été, les espadrilles en semelle de corde. Dans ces cas-là, on peut toujours les faire sécher. C'est fichu, les espadrilles. Une fois que c'est mouillé, c'est mouillé. Donc, c'est foutu. Je me suis dit, franchement, si je suis capable d'écrire 2 pages et demie là-dessus, il y a peut-être quelque chose. Et effectivement, il y a quelque chose que je n'aurais pas pensé, c'est de rencontrer l'autre à travers ça. Parce que ça paraît un peu dérisoire. Parce que ça touche tout le monde, en fait. C'est tellement minuscule. Ou alors, par exemple, quand j'avais évoqué le bruit de la dynamo sur le pneu d'un vélo, qui pour moi était lié souvent à des départs au collège, par exemple, dans la nuit, ou partir à la pêche les jours d'été, comme ça, et entendre ce petit frôlement. Et il y a quelque chose dans ce frôlement contre le pneu qui est vraiment infime, et en même temps qui est comme une petite Madeleine de Proust qui réveille plein de matinées précieuses où on va à l'école. Ouais, donc en fait finalement c'est l'instant, c'est aussi donc la sensation et c'est le goût, un peu comme Proust justement. Alors Proust en plus il est cité par Alain Botton en page de garde justement de vos instants. Proust c'est important pour vous comme inspiration aussi sur cet embellissement de l'ordinaire en fait. Voilà, c'est ça. Alain de Botton c'est un écrivain encore jeune qui est un écrivain qui est d'origine anglaise, et en fait qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment Proust peut changer votre vie ». Et c'est un esprit très très moderne, Alain de Botton, et il explique vraiment comment Proust est vraiment au cœur de nos vies, et au cœur de vies qui sont très très différentes des mondes qu'a évoqué Proust, quand on voit toujours dans les salons d'aristocrates, alors que la magie de Proust, c'est que c'est transférable à tous les gens, à toutes les situations, à tous les milieux, et surtout à toutes les époques, puisqu'il continue à nous parler complètement, alors qu'il est d'une époque
Moi, j'aime pas, par exemple, c'était le centenaire de Proust l'an dernier, on voit des albums sur Proust. Et ces albums, ça le situe toujours dans un monde un peu ancien, bourgeois, confiné, aristocratique. Un peu poussiéreux, ouais. Et un peu poussiéreux, alors qu'en fait, son génie, c'est tout le contraire, quoi. Donc, c'est de concerner tout le monde. Il y avait une chose qui était très drôle que lui avait dit Jean Cocteau, parce que Proust, il se plaignait un peu de ce que les aristocrates qu'il évoquait dans son livre ne lisaient pas son livre. Et Cocteau, qui est vraiment avait un esprit incroyable, il lui dit mais pourquoi voulez-vous que les insectes lisent les livres de Fabre? Parce que Fabre a écrit plein de livres sur les insectes, mais précisément les insectes ne les lisent pas. C'est plus tout à fait juste aujourd'hui, ça. Anya Linder, justement, pour revenir à cette dualité dont on parlait et dont on parle avec Philippe Delerme, vous, c'est aussi ça qui vous a fait tenir tous les jours, finalement, parce que vous avez quand même tiré une grande force et réinventé complètement votre manière de jouer. Donc vous avez tiré quelque chose de beau d'un événement absolument tragique. Donc vous êtes appuyé finalement sur le lait pour créer votre beauté aussi. J'en avais pas conscience parce que je voulais surtout me sortir de là. Je voulais me sortir du lait et je voulais transformer ma vie. Donc c'est bien des années plus tard que je me suis rendu compte que ces années-là finalement ont été une force et le sont encore parce que maintenant quoi qu'il m'arrive, je me dis j'ai vécu pire, je m'en sortirai aussi parce que de toute façon ça peut pas être aussi difficile que la dernière fois et la dernière fois j'ai réussi donc cette fois-ci j'y arriverai aussi. Vous avez une sacrée force. Alors Philippe Delerme, ce qui fait vivre et créer, c'est aussi cet éphémère. Vous nous en parlez de l'éphémère, le chapitre Le doigt sur la vitre, justement, qui est donc ce petit dessin qu'on va avec la sensation aussi qu'on va esquisser sur une vitre dans la buée et qui va disparaître et qui existe moins dans les trains d'ailleurs, puisque la condensation ne se fait plus pareil. Voilà. C'est plus pareil. Il n'y a plus les compartiments et le couloir. Donc ça vous rend nostalgique un peu ça aussi, hein? C'est vrai qu'il y avait nostalgique. Je sais pas si on peut dire que je suis nostalgique parce que je considère que nostalgique c'est le regret de quelque chose. Et en fait, moi, je pense que tout ça, tout ce qu'on a perdu, ça peut exister vraiment. Pour moi, le présent, il plein de passé aussi et inversement quoi. Mon passé, il est vivant, il est présent. Je considère que ma mère n'est pas morte et qu'elle est toujours avec moi. Enfin, des choses comme ça. J'ai l'impression d'une superposition. J'ai l'impression d'être à la fois enfant et vieux, par exemple. Mais pas. Je sais bien que je suis en train de devenir vieux, mais je prétends être aussi enfant en même temps. Et donc voilà. Oui. Bon, je vais pas dire moi aussi. Alors voilà. Donc c'est vrai que dans le cas de la buée sur la vitre, c'est particulièrement beau parce qu'il y a toujours, au moment où on termine le dessin sur la vitre, c'est là que la petite goutte commence à couler. Oui. Et donc elle détruit le dessin. Et alors dans la vie, on veut laisser une trace, mais il y a toujours la goutte d'eau qui commence à couler, quoi. C'est beau. Eh bien, c'est excellent sur Sud Radio, vous l'aurez compris, chers auditeurs, avec la harpiste Anya Linder et son nouvel album Schubert et l'écrivain Philippe Delerme et son nouveau livre Les Instants Suspendus, sorti au Seuil. Restez avec nous, les copains. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent comme tous les dimanches. Vous êtes ici chez vous, chers auditeurs, pour cette première de la saison avec la harpiste Anya Linder et l'écrivain Philippe Delerme. Alors Anya Linder, vous avez écrit, vous aussi, je vais en parler quand même d'un livre qui est sorti en 2017, Les Escarpins Rouges, très très joli titre. Une autobiographie qui raconte votre reconstruction justement suite à l'accident qui vous a coûté vos jambes le 6 juillet 2001, la chute d'un platane à Strasbourg qui a fait 13 morts et 85 blessés, on s'en souvient. Ce livre, vous dites que vous l'avez écrit pour plus avoir à raconter votre histoire. J'imagine que c'est un peu comme un point final à votre guérison aussi, un retour vers vous-même pour respirer mieux derrière et passer à autre chose, quoi. Ouais, c'était ça. J'avais fait, c'était pour clôturer 2 années de conférences où je racontais tout le temps ma vie sur scène. Et je m'étais dit, si je l'écris, j'aurais plus besoin de la raconter. C'est faux. Mais ça a provoqué un peu l'inverse ou pas? Non, mais en tout cas, j'ai compris plein de choses. J'ai compris des choses vraiment essentielles en l'écrivant. C'est-à-dire? J'ai compris que on se souvient avec plus. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, avec plus d'acuité du malheur que du bonheur. Le bonheur est assez flou. Enfin, en tout cas, moi, dans mon souvenir, le bonheur est assez flou et diffus. C'est une espèce de drogue qu'on a dans les veines, alors que le malheur est très froid et chirurgical et on se souvient de chaque détail. Parce qu'il marque plus, quoi, ouais. En fait. Ouais.
Et du coup, quand vous y pensez, vos moments de bonheur, ils ressortent quand même. Vous en avez bien une sûr. précision, mais il faut réfléchir plus, quoi. Il faut réfléchir plus et je ne vais pas vous souvenir à quel endroit était la table de nuit à cet endroit-là, dans les moments où j'étais heureux, alors que dans la chambre d'hôpital, je sais exactement de quelle couleur était le parquet, etc. Ouais. Alors malgré justement ces défis physiques qui se sont dressés sur votre chemin, vous avez trouvé une nouvelle manière de jouer. Vous avez réussi à continuer la harpe et c'est un coup de maître. Justement, le rapport à l'instrument, c'était un soin, c'était obligatoire sur cette route. Parce que sinon, qu'est-ce que vous auriez fait? Je me serais tuée, je pense. Donc c'est ça qui vous a sauvé en fait. Ouais. C'est le rapport à l'instrument lui-même, c'est vraiment. Le son, Non, c'est le tout. C'est la musique, c'est la scène, c'est vraiment ce lien-là avec la partition, avec le travail, avec le public. Très important aussi, on s'en est rendu compte pendant le confinement, que c'était vraiment finalement quand on est sur scène, c'est un dialogue avec le public aussi. Donc le dialogue se fait pas de la même manière quand on est... Et votre entourage, il a joué un rôle aussi? Oui, mais de toute façon, s'il m'avait dit non, ça n'aurait pas eu d'incident. Parce que je voulais absolument, donc... Mais ma mère qui votre mère pianiste, qui a disparu entre-temps, mais qui est toujours avec moi, elle me soutenait et elle savait combien c'était plus important que tout pour moi de rejouer. Bien sûr. Alors Philippe Delerme, vous, est-ce qu'il y a eu un moment particulier de votre propre vie qui a eu un impact significatif sur votre style d'écriture, sur votre envie d'écriture et sur la perspective que vous enviez justement dans votre chemin? Pour le coup, ça va être presque l'inverse, donc pour le coup, parce que c'est un moment c'est pas un moment de bonheur, c'est le moment de bonheur qui m'a peut-être donné vraiment à la fois, qui m'est apparu à la fois comme une grande mélancolie et comme un bonheur absolu. Ça, c'est un peu paradoxal, alors j'explique. Ça peut rendre mélancolique le bonheur. Ça se passait en fait. Il se trouve que c'était une époque où je peux le situer très précisément, j'avais 33 ans, pendant très très longtemps j'avais envoyé des manuscrits refusés à des éditeurs et puis j'avais fini par publier avec un petit succès très relatif parce que mes livres à l'époque ils se vendaient à 1500 ou 2000 exemplaires et puis c'était un moment de ma vie par ailleurs qui était très heureux parce que je vivais avec la femme que j'aime et puis avec un petit garçon donc qui était mon fils et qui était plutôt sympa, plus que sympa. Et donc on était en vacances dans les Landes et en fait c'était un jour comme ça, un jour de chaleur après la baignade le matin et dans la location où on était, il y avait un papier translucide qui était posé sur le carreau pour pas qu'on voit chez les gens donc par le propriétaire et donc on mangeait dehors comme ça sur la terrasse et puis je vais dans la cuisine pour chercher du pain et puis tout d'un coup je vois une image et j'étais sur le point de dire une bêtise quoi pour faire rire Martine et Vincent qui étaient là juste à côté de moi mais en même temps je les voyais à travers cette vitre comme ça un petit peu flou un peu comme dans un ralenti au cinéma voilà, tout d'un coup et j'étais vraiment poignardé par une idée. Je me suis dit je serai jamais plus heureux que maintenant. Et j'ai ressenti vraiment comme un truc déchirant et en même temps assez mélancolique aussi, puisque forcément, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que j'écrive. Et dans ce livre, j'ai écrit une phrase dont je suis assez content, peut-être la seule phrase dont je suis complètement fier dans ce que j'ai fait, c'est le bonheur, c'est d'avoir quelqu'un à perdre. Et ça, j'en suis persuadé. Ça paraît une définition un peu négative du bonheur, mais en fait, je suis persuadé de ça. La vraie chance, c'est d'avoir quelqu'un à perdre. Mais précisément, c'est une chance qui est lourde à porter, parce que dès que vous avez quelqu'un à perdre, ou quelques personnes à perdre, vous êtes toujours inquiet pour eux. Enfin, voilà. Vous pouvez pas vivre dans une espèce d'habitude tranquille, vous êtes forcément dans l'inquiétude. Vous avez jamais été aussi heureux qu'à ce moment-là, alors, finalement? Et je pense que j'avais raison. Et donc, je pense que quelque part, tout ce que je fais, c'est en partie grâce à cette révélation. D'accord. Et c'est ça qui vous a donné envie d'écrire aussi, vraiment? J'écrivais déjà, mais j'écrivais des choses souvent très très mélancoliques d'ailleurs. Donc ça vous a donné de la gaieté aussi. Ah bah oui, parce que c'était lié aussi à la mélancolie que j'avais de pas réussir à publier, parce que vous avez l'impression qu'on va vous attendre et vous espérer, et qu'en fait personne ne vous attend, c'est quand même très très dur à vivre. Et ça m'est arrivé quand même une bonne quinzaine d'années. Donc, ah oui. Oui. Et est-ce que justement les sujets que vous choisissez d'explorer, c'est des sujets à sensation pour vous? C'est-à-dire c'est quelque chose qui a provoqué une sensation et c'est ça qui vous marque, c'est la sensation qui vous donne envie d'écrire? Oui, c'est aussi garder cela, parce que moi précisément avec cette nature dont je vous parle, qui est quand même une nature en fait assez anxieuse, assez inquiète, les gens souvent ils me prennent pour une espèce de gourou. Ils me disent ça me fait tellement de bien de lire vos livres, parce que c'est vrai qu'a priori ça donne une certaine paix
Mais cette paix-là, moi, je la possède absolument pas. C'est normal, je crois. Parce que si on est en paix, on crée moins quand même. Voilà, on a du mal à créer. Et je pense que l'écrivain, par exemple, c'est toujours quelqu'un qui en manque. Parce que s'il était doué vraiment pour la vie, il serait simplement heureux dans la vie. Et moi, non, je suis heureux que quand j'arrive à transfuser la vie heureusement par les mots. Et ce qui est magique, c'est que ça permet de rencontrer aussi les autres et de leur donner éventuellement du bonheur. Et c'est ce qu'ils me disent. Et c'est magique parce que moi, cette sagesse-là, je ne l'ai pas du tout. Anya Linder, et vous, un moment doux, de votre vie, même un instant un peu magique, même un infime instant, comme ceux que décrit Philippe Delerme a partagé avec nous, un moment de bonheur, un moment d'extase, de plaisir. Manger les tartes de ma mère. Alors là, vous êtes en pleine Madeleine de Proust, pour le coup. Avec elle, c'était dans la maison de campagne qu'elle avait à l'époque, qui était pleine de boiseries. Et puis, sa douceur à elle, avec... personne ne faisait les tartes aux fruits comme elle. Et partager ça avec elle, c'était... je crois que c'était des moments vraiment de douceur absolue. Alors sur votre Facebook, Anya Linder, la phrase d'accueil est d'Oscar Wilde et nous dit: on devrait toujours être légèrement improbable. Oui. Hein? Pourquoi? Parce que déjà, j'aime pas les gens qui se prennent au sérieux. Je trouve que c'est bien d'être un peu décalé, de chercher la faille, de chercher ce qui gratte, ce qui dérange, ce qui n'est pas lisse, ce qui n'est pas joli. C'est pas ce que vous faites en musique, ça, par exemple, aussi? Si, j'aime pas ce qui est joli. C'est très facile de faire du joli. De faire du joli. Qu'est-ce que vous faites alors? Je cherche à raconter des histoires, des vrais, des sentiments beaucoup plus, des fois difficiles, ou vraiment de raconter une histoire. Mais le joli, c'est doucereux, c'est doucereux, c'est André Rieu, le joli. Il y en a plein qui font du joli, et ça se vend très bien, hein, le joli. Oui. Ça se vend mieux que le beau. Hein. Mais ça vous ennuie? Que ça se vende bien, le joli? Non, le joli vous ennuie. Ah oui, le joli m'ennuie, ouais. Je préfère un petit parallèle parce que de même, moi je trouve que c'est un petit peu l'équivalent. Moi je suis très agacé par la mode du bien-être et du bonheur très commercial qu'il y a absolument partout. Alors que souvent on me dit: vous êtes un écrivain du bonheur. Et j'ai surtout pas le bonheur de ces magazines qui portent tous des noms comme ça, qui sont des recettes comme ça, avec des espèces de prêtres du bonheur. Le wellness. Et ça vraiment c'est. Pourquoi ça vous énerve autant? Mais parce que voilà. Je pense que à partir du moment où on aime ce qui est sucré, comme les tartes de votre maman, on peut aimer le sucré intense et pas forcément le sucré cucu la praline, et le cucu la praline commercial en plus. Alors ça, c'est insupportable. Et vous, l'improbable, c'est quelque chose d'important chez vous aussi, cette phrase d'Oscar Wilde: on devrait toujours être légèrement improbable. Vous servez de l'improbable pour créer, en fait. Parce que c'est improbable de trouver justement la buée jolie sur les vitres. Oui. Et puis même, c'est vrai que moi, j'aime bien parfois donc surprendre un tout petit peu. Je suis en train d'écrire par exemple sur des phrases, parce que j'aime bien aussi faire dire aux phrases des choses un petit peu particulières. Par exemple, j'aime bien cette morale qu'il y a dans la phrase: je veux bien, virgule, avec le fromage. Et je pense qu'il y a toute une métaphysique derrière ça, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui veulent bien boire un verre de vin, mais seulement en ajoutant avec le fromage, comme s'il leur faut une espèce ça déculpabilise. Et donc j'aime bien la virgule, quoi, parce que c'est très souvent le fait d'accepter un verre de vin en disant: ah bah oui, avec le fromage ça se pareil, donc je peux accepter. Bon, les humains sont comme ça, quoi. Il leur faut toujours un prétexte pour pouvoir apprécier. En fait, ce qui est bizarre, c'est que si on vous écoute, c'est que ça enlève de la gravité au plaisir. C'est ça que vous dites. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est comme si le plaisir était grave, en fait. Oui, mais je trouve aussi que le plaisir est grave et voilà, et infini. Et donc, les petites phrases de la vie de tous les jours aussi, elles sont infinies. Je trouve par exemple fabuleux que quand quelqu'un, vous commencez à dire quelque chose à quelqu'un et il répond très souvent: ah oui, non, mais moi. Ah oui, non, mais moi. Alors ça coule comme ça, donc on n'entend pas vraiment, mais et ça part là-dessus, et c'est quand même extraordinaire. J'ai déjà entendu ça. On l'entend souvent, je trouve. Et puis quand on l'analyse, c'est quand même incroyable, parce que c'est ah, oui, non. Alors qu'est-ce que c'est que ce oui, non déjà? Mais surtout oui, non, mais moi. Donc où est le toit?
Quelle jolie émission, merci à tous les deux. Vous restez avec nous, et puis merci vous qui écoutez C'est excellent sur Sud Radio avec la harpiste Anya Linder et son nouvel album Schubert et l'écrivain Philippe Delerme et son nouveau livre Les Instants Suspendus, sorti au Seuil. On revient tout de suite, restez avec nous. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio et c'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française, de ses esprits polyformes et engagés. Ce soir, pour encore un quart d'heure, je suis en compagnie de la harpiste Anya Linder et de l'écrivain Philippe Delerme. Alors, Philippe Delerme, outre l'écriture, vous faites de la photo. Vous aimez la photo, vous? J'aime la photo, j'aime la photo des autres, moi j'en fais pas. Mais Martine me fait de la photo, Vincent, mon fils, fait de la photo. C'est ça. Il y a quand même un rapport à l'image, en tout cas. Alors vous êtes peut-être amateur, oui, moi j'aime beaucoup. Vous faites une profession. J'aime beaucoup. Quand je n'ai pas fait de texte court, j'ai fait des romans qui parlent de peintres, presque toujours. J'étais obsédé par la vie des peintres parce que précisément les peintres, ce sont des gens qui arrêtent l'instant aussi. Et alors précisément s'intéresser à l'histoire des gens qui arrêtent l'instant, c'est un petit peu comme les compositeurs en musique en fait. Ça suspend les instants, justement. Ça suspend les instants. Parce que, finalement, et ça les rend éternels aussi. Et ça les rend éternels. Ouais. Comme un livre. Est-ce que c'est ça, ce qu'il y a une volonté d'éternalité quand on écrit un livre et qu'on a envie de laisser sa trace, quoi. Cette fameuse trace, cette petite goutte. Moi j'ai toujours été surpris par la formule de Céline qui disait la postérité, c'est un discours aux asticots. Mais je suis pas du tout d'accord avec cette phrase parce que en fait la seule ambition qu'on a, c'est on ne prétend pas être là encore dans 150 ans, mais quand même, c'est justement pour créer de la vie, en plus de la vie, à côté de la vie, ou peut-être voir un peu plus, que l'on essaie de créer ça. Et c'est d'une fausse modestie de dire que c'est pas du tout pour une forme de postérité. Une forme de postérité peut-être très réduite, mais de postérité quand même. C'est avoir pu enfermer un peu de temps dans quelque chose quand même, dans un objet. Bien sûr. Qui sont donc on a parlé de Proust, qui sont les autres écrivains et les artistes en général, peut-être les peintres aussi, qui vous touchent le plus, qui vous ont ému? En fait, il y a pas mal d'écrivains. Il y a Roland Barthes et ses mythologies, parce qu'il a parlé comme d'un mythe, de la déesse ou de n'importe quoi, et c'était très intelligent. Et il y a Nathalie Sarraute qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est quelqu'un, je parlais d'expression, mais c'est quelqu'un qui est capable d'écrire toute une pièce sur une simple réplique. Quelqu'un qui dit c'est bien ça, et elle a fait toute une pièce qui s'appelle Pour un oui, pour un non sur cette phrase. C'est incroyable. C'est deux amis qui se sont fâchés, séparés, et ils savent plus exactement pourquoi. Enfin, l'un des deux ne sait pas pourquoi, et l'autre lui dit si, c'est parce que je te racontais une petite anecdote assez gratifiante pour moi, et tu m'as répondu non, c'est bien ça, avec ce petit ton qu'on a quand on écoute à moitié et que on s'en fiche. Et donc, dans l'écart entre le c'est bien et ça, il y avait toute l'histoire de leur séparation et pourquoi. Et voilà, ça c'est vraiment un écrivain que je trouve magique. Et c'était un peu le nouveau roman dans les années 60 et c'est quelqu'un qui m'a marqué. Et puis en peinture, j'aime beaucoup les peintres de la lumière. J'aime beaucoup des peintres scandinaves souvent. Et j'ai passé souvent des vacances en Suède ou en Norvège pour aller sur la piste de peintres que j'aimais. Parce qu'il y a une lumière très particulière. Une lumière très particulière, et il y a un amour aussi de dire l'instant chez les Scandinaves souvent. Et il y a le fait de dire, de lever son verre en disant pensons que nous sommes ensemble et bien d'être ensemble. Enfin, ça, c'est une espèce de talent qui est considéré presque comme de l'impudeur en France, et encore plus chez les Anglais. Les Anglais, ils trouvent ça obscène. mais je trouve ce qu'ils aiment parfois. Alors, Anya Linder, vous, comment vous êtes tombée dans la harpe? Comment ça s'est passé, vos débuts? Qu'est-ce qui vous a donné envie, le déclencheur? Le déclencheur, c'est d'aller à un concert de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, où il y avait Marielle Nordman qui jouait en soliste. Et rien que quand j'ai vu l'instrument sur la scène, déjà, je crois qu'à la limite, peu importe comment ça sonnait, j'étais déjà amoureuse de l'instrument. Et quand elle est arrivée, la façon dont le fait qu'elle la prenne dans ses bras, et qu'elle la tienne sur l'épaule, entre les jambes, et qu'on la voit peu, moi qui étais si timide, je me suis dit, je vais être cachée derrière mon instrument, et je pourrais donner ma parole à la harpe. D'accord. Donc en fait, la harpe parle pour vous, quoi. Oui. Ouais. Et ça continue, ça, aujourd'hui? Je ne suis plus timide. Mais elle dit des choses de moi que... finalement, le disque de Schubert parle autant de moi, et dit autant de choses que moi que le livre. Même plus, peut-être. Plus, peut-être, oui. Je trouve que le premier morceau, Lied d'Hermignon, quand on connaît bien, il y a tout moi dans le résumé. Et à part Schubert, vos compositeurs, Mozart, il y en a tellement. Oui, mais tellement.
Ouais. S'il y en a un qui sort du lot, à part Schubert, évidemment. Chopin. Ouais. Pourquoi ? C'est du piano, ça aussi, souvent, Chopin. Chopin, parce que c'est sublime, c'est le sentiment amoureux porté, raconté de façon incroyable, quoi. On a presque envie de retomber amoureux ou de tomber amoureux ou quand on écoute Chopin. Et vous, Philippe Delerme, si vous aviez un compositeur ? On entend Chopin au fond, hein. Bravo. Non, donc, du coup, vous ne mettriez pas Bach parmi vos. Qu'est-ce que non, justement pas. J'allais dire de Mozart à nos jours. Ouais. C'est assez cohérent par rapport à tout ce que vous avez dit. Parce que justement, il y a un côté un peu plus mathématique, mais il y a des pages sublimes. Il y a des pages sublimes, évidemment, mais ça va pas me toucher comme un concerto de Tchaïkovski ou de Rachmaninov qui m'emporte dès les premières notes. J'imagine bien. Ouais. Mais en même temps, ce qui est un peu magique chez Bach, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont très très comme ça, presque semblent répétitives. Et puis tout d'un coup, il y en a d'autres où il y a un côté spirituel qui arrive de façon très magique et il est d'autant plus précieux qu'il paraît presque bizarre par rapport au reste. Quoi. C'est vrai. Ouais. Et vous, c'est votre maman quand même qui vous a donné goût à la musique comme ça. Je crois que vous aviez un père que vous n'avez pas connu mais qui était aussi musicien. Non, qui était sculpteur et deux artistes. Mon frère a pris le relais et il est devenu sculpteur aussi. Donc moi j'ai vécu à côté d'un atelier de sculpture et donc j'allais... Donc c'était ça ou la musique quoi ? Vous êtes posé la question à un moment donné ? Non, pas du tout de la sculpture parce que j'arrivais pas du tout. Non, c'était sûr que je voulais faire de la musique. Et ça vous l'avez su très tôt en fait ? Ouais, mais par contre j'ai fait des études de lettres modernes et pendant un moment... Vous auriez pu l'avoir comme prof ? Ouais, j'aurais bien aimé. Et puis pendant un moment je me demandais... Et j'ai fait une année où j'ai fait que des lettres et une année où j'ai fait que de la musique. Et je me suis rendu compte que l'année où j'ai fait que de la musique, j'étais plus heureuse. Ouais. C'est comme ça qu'on décide en fait. Hein. Ouais. Vos deux métiers, que ce soit la littérature ou la musique, on est d'accord que c'est des métiers de passion, parce que c'est des métiers très difficiles aussi. Ouais, c'est vrai que moi, ça n'a jamais été un métier en fait parce que j'ai passé près de 40 ans donc, à être prof et à écrire le matin simplement de 5h à 7h avant de partir au collège. Donc voilà, j'avais le sentiment discipline vraiment... justement pour quelqu'un qui n'aime pas la logique. Non, mais c'était on est quand discipliné. Même, c'était très très jubilatoire d'avoir le sentiment de finir sa journée avant de l'avoir commencé en fait, quelque part. Donc c'était vraiment une chose que j'ai continué à garder un peu parce que je suis toujours très matinal. Donc, mais métier, quand je me suis mis à gagner des sous avec ce que j'écrivais, ça m'a paru très bizarre. Tellement pas fait pour ça. Parce que les femmes, on dit souvent qu'elles ont un sentiment d'imposteur quand ça commence à marcher. C'est un truc propre souvent aux femmes qui ont l'impression qu'elles méritent pas en fait ce qu'elles ont gagné. Je sais pas si vous avez ce problème-là, Nalinda. Ça et le sentiment d'abandon et la peur de l'abandon, c'est mes deux trucs qui me caractérisent. Ouais. Et vous, Philippe Delerme, est-ce que vous avez eu ce sentiment-là finalement, ce sentiment d'imposteur, genre tout d'un coup je suis payé pour ce que je fais, mais en fait c'est pas moi ou je sais pas pourquoi ou quelque chose comme ça? Oui, c'est vrai, c'est le sentiment de... c'est une espèce de hold-up. Et d'ailleurs, mon fils Vincent, donc, qui a réussi un peu dans la chanson, a le même sentiment. Il a le sentiment que tous les deux, on a fait un hold-up avec le succès qu'on a pu avoir, parce que on n'était pas programmé pour ça. Et voilà. Ouais, lui, ça marche bien aussi. Ouais. Ouais. On parlait de capturer le temps tout à l'heure. L'un et l'autre, vous essayez de capturer la beauté aussi. Hein. Un peu. Non, Anya-Linda? Oui, c'est un des buts, mais ouais. Mais d'ailleurs, le titre de Philippe Delerme me parle beaucoup parce que nous, c'est un peu, c'est notre Graal, c'est les instants suspendus sur scène. C'est ce qu'on cherche. On va arriver à la dernière question de cette émission et puis on va avoir encore un peu d'Anya-Linda en fond parce que ça me fait très 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 plaisir. Merci Maxime. On va commencer par vous, Philippe Delerme. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? En fait, ça va être lamentable d'autosatisfaction parce que je trouve que l'adulte que je suis est quand même, pour le moins, bien fidèle à l'enfant que j'étais, je pense. Donc, je lui dirais bravo. Ouais, très bien. Déjà à 5 ans, tu assures. Ouais. Ça, c'est beau. Parce que c'est vrai qu'on a envie de les câliner, ces petits-enfants qu'on était. Ouais. Hein. Ouais. Et vous, alors, qu'est-ce que vous lui diriez à cet enfant, Anya-Linda? Mais moi, j'ai beaucoup changé, je pense. Donc je lui dirais, t'as bien fait de te battre autant.
Oui. Vous étiez comment, petite, déterminée? Déterminée, mais tellement timide, et j'avais tellement peur de tout. Quand est-ce qu'elle est partie, cette timidité? Parce que À vous 20 dites que ans. vous l'êtes plus. Oui. Moi, à 20 ans, tout à coup. En montant sur scène? Non. 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 Peut-être en ayant, à part ça peut pas paraître prétentieux, mais en ayant tout à coup un physique un peu plus avenant, parce que j'avais un physique ingrat avant. Et tous les soirs, je me couchais en disant je veux tellement être belle plus tard, je veux absolument être belle plus tard. Ça, c'est horrible. Vous avez été entendue? Non, mais tout à coup. Si. Donc, Non, le on va jour... dire oui, non, mais pas moi, oui, c'est moi. et le jour où j'ai découvert que ça allait mieux, j'ai perdu de ma timidité. Bravo, c'était excellent. Merci à tous les deux d'être venus par ici, Philippe Delerme. Merci à vous. Merci. Anna Linder. Merci à tous de votre fidélité à cet excellent. C'était la première de la 5e saison. On se retrouve évidemment dimanche prochain. Vous pouvez entendre en fond la harpiste Anna Linder et son nouvel album Schubert en trio avec au violon Laurent Corsia, au violoncelle Julie Sévilla-Fraisse, et c'est à consommer évidemment sans modération. Je pense que vous êtes sur les plateformes aussi? Pas encore, mais ça va venir. Quand il sortira, ouais. Ça sort quand exactement? J'ai une réunion lundi prochain pour déterminer bon, la c'est date incessamment exacte. sous Voilà, peu. chez Keep Naïve, posted. en tout cas. Bon, Ouais. c'est une bonne maison. Et puis le tout nouveau livre de Philippe Delerme, Les Instants Suspendus, est sorti au Seuil. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies, bien évidemment. Merci à Maxime Sénat, qui est mon réalisateur du jour à Sud Radio, ses équipes. Puis vous pouvez retrouver cet excellent, évidemment, sur YouTube, sur sudradio.fr, en podcast, enfin tout ce que vous voulez. Je vous fais des bisous, les copains. À la semaine prochaine.